Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Vote, la chaîne qui vous propose du contenu d'analyse et d'opinion politique résolument humaniste et ancré à gauche. Aujourd'hui, je te propose de traiter la question des grands partis et de leur avenir. Alors d'abord, il faut repartir 5 ans en arrière, à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. À ce moment-là, que s'est-il passé? On a vu éclater les grandes formations politiques qui étaient le PS et les Républicains. Si on prend le PS et qu'on regarde son état actuel, on peut dire que c'est pas très glorieux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet sur Anne Hidalgo et sa candidature pour démontrer que le problème du naufrage littéralement de sa candidature n'est pas tant lié à sa personne qu'à sa formation politique qui n'a pas su se reconstruire en 5 ans. Du côté des Républicains, la situation est tout juste meilleure, mais on peut voir qu'il y a un rapport ambigu par rapport au parti Les Républicains, parce que je te rappelle que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse avaient quitté ce parti, et finalement ils y sont revenus dans le cadre d'une primaire. On voit donc qu'il y a un rapport ambigu vis-à-vis des partis, et même de leurs adhérents, de leurs représentants, pas des moindres, je te rappelle, Pécresse et Bertrand. La question est, faut-il vraiment parler de la fin des partis? C'est le sujet de cette vidéo et on attaque sans plus attendre. C'est parti! Alors, je prends juste 10 secondes pour faire ma publicité, t'inviter à liker, à t'abonner si tu aimes ce contenu, c'est la récompense pour le travail qui est fait. Allez, on poursuit. Souvenez-vous de ces mots. Les partis ont fait leur temps. Ça, c'était Xavier Bertrand en août 2020. Alors, on le voit vraiment, les partis n'ont plus la cote. Un exemple qu'on peut prendre qui est très récent, c'est évidemment celui d'Éric Zemmour, qui aujourd'hui va démarrer sa campagne sans structure, sans parti, sur son seul nom. C'est vraiment un fait nouveau qui a tendance à démontrer que la cote d'amour des partis est au plus bas. Alors on le voit, il y a une véritable défiance vis-à-vis des partis, mais pas seulement du peuple français vis-à-vis de ces partis, mais également par rapport à ceux qui font ces partis, les grandes figures. Je l'évoquais, Xavier Bertrand, ou par exemple un Éric Zemmour qui part sur son seul nom. Pourquoi y a-t-il cette défiance? Eh bien, il faut se rappeler de ce qui s'est passé, notamment à la primaire écologiste. Donc évidemment, c'est Yannick Jadot qui l'a remporté, mais il y avait une très forte dynamique pour Sandrine Rousseau, et certains ont dit que si ça avait duré quelques semaines de plus, il aurait été possible que Sandrine Rousseau passe devant Yannick Jadot. Pourquoi? Parce qu'en fait, au sein de ces primaires, ce qui compte, c'est le vote militant. Et on le voit, il y a une vraie prime à la radicalité. On peut également prendre l'exemple de la primaire des Républicains, où c'était extrêmement indécis, il était très difficile de dire ce qui allait sortir de cette primaire. Et en fait, on voit que là aussi, il y a une prime à la radicalité avec le candidat Éric Ciotti, qui portait la ligne la plus dure des Républicains et qui s'est retrouvé finaliste face à Valérie Pécresse. On comprend donc pourquoi le jeu des partis et spécifiquement des primaires n'est pas très avantageux pour les candidats qui sont les plus modérés. Et on comprend maintenant parfaitement pourquoi Xavier Bertrand était si réticent à revenir chez les Républicains et à participer à la primaire. Et puis il y a un autre sujet qui est plus large, c'est évidemment la représentation de ces candidats, de ces idées vis-à-vis du reste de la population. Parce que évidemment, si une candidate comme Sandrine Rousseau ou un candidat comme Éric Ciotti vont séduire l'électorat de base de ces grands partis, leurs idées seront tout de même plus éloignées de la population, je dirais plus générale et plus large des électeurs. C'est donc pour moi, si tu veux mon avis, un des points fondamentaux de l'écart qui s'est creusé entre les partis et la population. Il y a un autre phénomène que l'on peut observer au sein des partis et qui est pour le moins assez inquiétant, c'est d'abord la raréfaction des adhésions et aussi le vieillissement des adhérents. Ce vieillissement au sein des partis, c'est une vraie problématique et tu peux comprendre maintenant pourquoi certains sont tellement enclins à montrer que la jeunesse est avec eux. Alors je peux prendre deux exemples, il y a la jeunesse avec Zemmour et la jeunesse avec Montebourg. J'ai pris ces deux-là au hasard, c'était pour la rime. Mais est-ce que cela traduit une réalité? Je n'en suis pas sûr. Pour moi, en fait, c'est plus une question d'affichage pour montrer que ces candidats ils sont actuels et modernes. Mais est-ce que c'est vraiment représentatif de leur électorat et de leur base militante? Ça, ce n'est pas certain. La difficulté dans laquelle se trouvent les partis n'est pas seulement liée à une crise politique, mais derrière ça, il y a également une crise sociétale. Est-ce que ces grands partis n'ont pas également disparu sous le coup de la fragmentation de la société? D'ailleurs, cette fragmentation, on peut se poser la question de son origine et certains disent que ça pourrait être issu du néolibéralisme. Cela a une autre conséquence, c'est évidemment la plus forte individualisation dans notre société. D'un point de vue du militant, comment va se traduire en fait cette individualisation? C'est très simple, le militantisme désormais, il va être beaucoup plus sélectif et dans un temps beaucoup plus court. Je reprends un exemple que j'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos. En fait, par exemple, on va être gilet jaune pendant un certain temps, et puis on va poser son gilet,
sortir de la vie militante, de la vie politique, et puis revenir sur un autre sujet, ça peut être notamment le cas sur le pass sanitaire. On le voit donc, les partis ne sont pas en grande forme, ils sont plutôt les mal-aimés, et en plus ils sont dans un contexte très particulier qui ne leur est vraiment pas favorable. C'est peut-être ça qui peut expliquer ce qu'on a vu apparaître en 2017, une forme de mutation du parti vers les mouvements. Face à cette crise, on a vu en 2017 deux grands mouvements émerger. Le premier, c'était la France insoumise et le deuxième, la République en marche. Ces mouvements autoproclamés se sont en fait un peu détachés, éloignés des partis dont ils étaient plus ou moins issus et de leur famille politique, en prenant en fait une distance vis-à-vis d'une tradition idéologique. Cette prise de distance a permis à ces mouvements en fait d'apparaître comme quelque chose de neuf et de vraiment novateur. Par ailleurs, en se libérant en fait du cadre, du contexte du parti, ça a permis à ces mouvements de se débarrasser de certaines lourdeurs. Je pense par exemple aux multiples votes et élections pour les différentes instances qui vont structurer les partis, ou également le fait que le moindre texte était systématiquement voté par tous les militants. Toutes ces lourdeurs-là sont terminées avec les mouvements, et ça permet d'en faire des outils qui sont quand même beaucoup plus efficaces. Ces mouvements sont ainsi beaucoup plus agiles et répondent plus à l'ère du temps. Alors, quel est leur objectif? À ce moment-là, pour la France insoumise, l'objectif c'était de fédérer largement autour du programme porté par Jean-Luc Mélenchon, et pour la République en marche, c'était pour le projet. Attention, il ne s'agit pas de dire que les mouvements c'est l'alpha et l'oméga de tout, ils ne sont pas exempts de toutes les critiques, et d'ailleurs on va s'intéresser un petit peu au mouvement En Marche. D'abord, il faut voir comment ce mouvement a été créé. Il a été pensé à la manière d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire comme une start-up tout entière dédiée au projet. Tu ne te souviendras d'ailleurs peut-être pas des grandes lignes de ce projet, et c'est bien normal parce qu'en fait, l'objet de ce projet, il était unique et c'était Emmanuel Macron. Tout le mouvement, en réalité, lui était intégralement dédié et il s'agissait plus d'un véhicule pour la présidentielle que d'un réel mouvement. D'ailleurs, aujourd'hui, de ce mouvement, il n'en reste quasiment plus rien. Donc, on l'aura vu, ces mouvements n'auront pas survécu au-delà de la présidentielle. Du côté de la France insoumise, il y a une mue qui s'est opérée vers l'Union populaire, qui est un mouvement qui se veut plus large, qui veut essayer de fédérer plus largement. J'ai d'ailleurs évoqué ce sujet dans une autre vidéo. Du côté de la République en marche, c'est tout simplement la disparition. Aujourd'hui, on entend la majorité présidentielle parler de maison commune. Alors, qu'est-ce que cette maison commune? En fait, elle réunit tous les partis qui sont déjà à l'intérieur de la majorité, à une exception près, c'est celle du parti qui vient d'être nouvellement créé par Édouard Philippe. Donc en fait, ça n'a aucune existence réelle. Il faut également noter les initiatives de Montebourg et de Zemmour. Alors côté Montebourg, on a un mouvement citoyen qui s'appelle l'engagement, et côté Zemmour, c'était fondé à la base sur l'association de ses amis. Une chose qu'on peut noter en analysant un petit peu ces deux mouvements et leur construction, c'est que leur puissance, leur force, elle est extrêmement dépendante de la force et de la puissance médiatique de celui qui l'incarne. Et puis pour ces deux mouvements, une des difficultés que l'on peut noter, c'est évidemment leur manque d'implantation territoriale. Et ça va être une vraie difficulté pour aller chercher les signatures nécessaires à la présidentielle. Enfin, je veux revenir au cas de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand, qui sont revenus au sein des Républicains. Pour quelles raisons? Entre autres parce que sans une forte exposition médiatique et un maillage territorial important, il est quand même très compliqué de se lancer dans une course à la présidentielle. Ne devrait-on pas plutôt aborder la question de la mutation des partis? Alors, on l'a vu, les grands partis, c'est terminé, ça n'existera plus dans la société actuelle. Et les mouvements, on a vu également qu'ils portaient certains défauts. Je crois qu'il n'est pas pertinent de parler de la disparition des partis, mais plutôt de leur mutation dans un environnement qui a profondément changé. Les faits sociaux se succèdent et on a vu que les partis dont la taille s'est considérablement réduite ont en fait énormément de mal à agréger ces thématiques dans la durée. La présidentielle nous rappelle une chose, c'est qu'en fait les partis on ne peut pas complètement s'en défaire, ils ont toujours leur utilité, et puis il y a un fait intéressant. C'est de noter que les mouvements sont dans leur forme juridique en réalité des partis, parce que c'est ce qui leur permet d'accéder à certains financements publics. Les partis restent des incontournables, on le voit donc avec cette présidentielle, mais la situation fait qu'ils n'ont plus tout à fait d'abord les mêmes proportions, et à mon avis ils ne les retrouveront pas, et également est questionné leur place et leur rôle dans la scène politique. Ce rôle, à mon avis, des partis sur la scène politique, il va rester durablement amoindri. Alors, sans faire de cet état de fait une espèce de connotation négative, en fait, ça va tout simplement les inviter à repenser leur mode de fonctionnement, leur mode d'action, d'une manière qui doit être, à mon avis, beaucoup plus agile. Les partis ne font désormais plus office de boussole au sein de la vie politique, mais ce sont des entités militantes qui viennent s'installer aux côtés d'autres acteurs. Les partis doivent se réinventer pour pouvoir prendre leur part dans les grands mouvements sociaux et sociétaux qui traversent notre pays.
Ils doivent, à mon avis, redevenir des outils de production de débat et d'idées. Ils ne sont pas condamnés, mais c'est simplement une mutation qui va répondre à des évolutions de la société. Voilà, c'était mon opinion sur la disparition éventuelle des partis. Pour moi, en fait, tu l'auras compris, il s'agit plutôt d'une mutation. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, que ce contenu t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à réagir, à me faire part de ton avis dans les commentaires. Et évidemment, si ça t'a plu, à liker, à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!